Bonjour les amis, et bonjour les autres aussi. Bonjour à tous. Alors on revient vers vous aujourd'hui avec la même idée qui est de mettre le focus sur le message fondamental de Priscilla Majani à travers son action héroïque qui en ce moment est porté par Eva Darlan et le mouvement J'aurais fait comme elle et surtout qui fait l'objet de toutes les manœuvres d'étouffement possibles et imaginables de la part de l'opposition contrôlée. Oui, parce que notre message depuis 2007, depuis l'affaire Vincent, c'est que dans ces cas-là, pour la protection de l'enfance, il n'y a pas d'autres options que de partir en clandestinité. Hein, c'est ce message-là qu'on veut livrer déjà depuis 2007 et qu'on livre depuis 2007 et c'est pour ça on est très réprimé dans notre parole. On veut nous faire taire, on fait tout ce qu'on peut pour que ce message fondamental ne passe pas. Et on constate dans l'affaire Camille, c'est toujours la même chose, il faut absolument éviter le sujet. Enfin, en parlant de l'opposition contrôlée, vous allez observer, on essaye d'éviter le sujet et surtout ne pas évoquer que pourquoi elle a réussi de protéger sa fille depuis si longtemps, Priscilla Majani, c'est parce qu'elle était partie en clandestinité. C'en est même croustillant d'ailleurs. Je trouve un certain agrément à voir l'ennemi se débattre. Moi je vois que très clairement il est en panique. Quand je parle de l'ennemi en l'occurrence, je parle donc de tous ces faux, tous ces imposteurs, tous ces menteurs, ces traîtres qui monopolisent donc le PAF, le paysage audiovisuel français, et puis très particulièrement le monde de l'internet et des réseaux sociaux, pour faire en sorte de noyer le poisson, pour faire en sorte que surtout, on ne parle pas du message profond de l'affaire Camille et de l'héroïsme de Priscilla Majani avec sa victoire d'avoir sauvé finalement son enfant. Le message profond qui est celui du rejet de l'autorité. D'ailleurs, c'est assez fort, encore plus fort en ce qui concerne Priscilla Majani, parce que il s'agit du capitaine Priscilla Majani, comme vous le savez. Une autorité, pas une petite autorité. Une autorité militaire. Une autorité militaire qui a donc décidé de rejeter l'autorité, de ne pas se soumettre au système judiciaire, de ne pas se soumettre au système pour protéger son enfant le plus longtemps possible. Oui, donc cette affaire, il y a une sorte de court-circuit médiatique qui s'est produit grâce à Eva Darlan et son mouvement qu'elle a lancé « Je refais comme elle ». Parce que c'est évidemment le message qu'on veut surtout ne pas aborder. Donc cette affaire aurait dû être étouffée comme tous les autres innombrables cas d'enfants violés qui n'ont jamais réussi d'avoir justice. Et là, pour une fois, on est arrivé d'avoir un court-circuit médiatique que enfin la presse en parle, même la presse mainstream. Mais évidemment, c'est toujours en détournant quand même le sujet de fond, c'est-à-dire la clandestinité qui s'impose pour les parents protecteurs aujourd'hui. Et c'est un très bon moyen pour vous, comme pour nous d'ailleurs, de faire la part du vrai et du faux. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que nous sommes, bien sûr, nous prenons des tomates pourries en pleine gueule en permanence. On est vraiment marginalisés, même dans le milieu de la dissidence, et forcément d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas dissidents mais résistants, et que ceux qui se prétendent les poids lourds de la protection de l'enfance, enfin les principaux, nous crachent à la gueule ouvertement, font tout ce qu'ils peuvent pour nous marginaliser et détourner, étouffer le message de fond qui est que quand un enfant est victime de pédocriminalité en France, eh bien il faut partir en clandestinité avec, et c'est le seul moyen de le sauver. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir donc que ce qui permet de faire la part du vrai et du faux, comme je le disais, eh bien c'est de voir le positionnement des uns et des autres.
Vous aurez remarqué que certains ne nous relayent absolument pas dans nos dernières interventions, que certains le font et puis finalement, quand le message devient plus précis, choisissent de ne plus le faire. Et bien sûr, pour le public, on va dire, ça le plonge dans un abîme de perplexité. Comment se fait-il que nous, qui soyons si engagés depuis si longtemps dans le combat pour l'enfance, contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité, soyons si isolés, si peu relayés, si peu appuyés? Et la raison est très simple. La raison est que l'enjeu fondamental, pour commencer, qu'il y a dans cette affaire, dans l'affaire Camille, et dans toutes les affaires de ce type, eh bien, il est incommensurable. Il s'agit d'un plan déployé par le système pour écraser l'enfance, pour perdre l'enfance, pour pervertir l'enfance, donc pour détruire l'enfance, afin que les générations futures soient de parfaites versions de bétail humain complètement soumis, dégénéré, dénaturé et tout ce que vous voulez. Ça, c'est le vrai plan fondamental de cette protection institutionnelle de la pédocriminalité. Il ne s'agit donc pas d'errance du système judiciaire, faut-il que nous revenions dessus. Et il n'y a pas que ça à protéger, il n'y a pas que le plan pour détruire l'humanité. Il y a aussi ces protocoles qui sont ceux des protocoles MK Ultra, Mental Control Ultra assimilés, qui consistent, ce qui aurait d'ailleurs très probablement été le cas pour Camille, à initier une enfant de l'élite ou un enfant de l'élite dès le bas âge, à travers des viols collectifs, etc., pour fragmenter sa personnalité et pouvoir en faire donc un sujet programmable qui sera la relève de cette élite maléfique. Donc il y a toute une problématique terrible derrière l'enfant et derrière cette opposition contrôlée, parce qu'on comprend qu'on a affaire au système dans son entièreté. Parce que protéger un enfant, eh bien c'est pas seulement protéger, sauver un enfant d'un prédateur, vous l'avez compris, il faut le protéger et le sauver du système judiciaire qui le trahit, qui le persécute, qui persécute le parent protecteur. Et il faut le protéger et le sauver de l'ensemble du système, avec les autorités politiques, avec les médias qui font donc le jeu d'étouffer la réalité et d'interdire la manifestation de la vérité. Et donc pour un enjeu qui n'est pas des moindres. D'où la complexité et donc toute la force aussi de ce front d'opposition contrôlée auquel nous nous heurtons en ce moment, qui a positionné ces agents, ces grosses plateformes de communication, type blog, ces grosses associations ayant pignon sur rue, je parle essentiellement pour celles-là, bien sûr, en sachant qu'il y a d'autres associations très modestes, et qui sont influencées aussi, d'ailleurs, par toute cette mouvance. Influencées dans le sens où il est interdit d'aller au fond du problème et d'aborder la notion de terreur d'État pour aller jusqu'à mettre en balance les mesures radicales qui correspondent à cette terreur d'État. Oui, tant qu'on ne peut pas parler de clandestinité, tant que c'est encore un sujet tabou dans la société, et il semblerait que ce soit bien le cas, vu que nos dernières vidéos sont aucunement relayées, donc il semblerait que ce soit vraiment le sujet de fond qui fâche toujours, et depuis 20 ans d'ailleurs. Et tant qu'on ne va pas au fond des choses, on ne risque pas de trouver aucune solution. Et donc... c'est ce qui vous permet effectivement de faire le tri entre les vrais et les faux, c'est que de voir qui va se joindre à cette conclusion déjà. Parce qu'avant d'aller plus loin, avant de proposer des solutions comme on vous a promis dans notre dernière vidéo, mais il faut être déjà sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc on tourne dans le système et c'est pas la peine. Enfin, il faut qu'on soit sûr qu'on soit tous sur la même fréquence.
Parce que ceux qui veulent continuer à faire croire aux parents protecteurs qu'il y a de l'espoir dans le système judiciaire ou politique, je suis désolée, pour nous c'est fini depuis longtemps. On a fait le tour et on voit pas d'avancée. Et tant qu'on puisse pas parler de clandestinité, de la pertinence de la clandestinité dans des cas extrêmes, enfin comme pour sauver des enfants déjà, si la collectivité ne comprenne pas ça, il n'y a aucune avancée. Il n'y a aucune avancée dans la protection de l'enfance de son ensemble. Et je me rappelle d'une citation d'Einstein qui disait « Tant qu'il y a encore un enfant malheureux dans le monde, on ne peut pas parler de progrès. » Enfin, on nous parle toujours progrès, on avance, les consciences se réveillent. Nous, de notre côté, concernant ce sujet-là, on voit aucune avancée. Et effectivement, on attend maintenant que massivement, ça sera discuté sur la place publique déjà de la nécessité pour protéger un enfant de partir en clandestinité. Hein, c'est grâce à Eva Darlan et je refais comme elle, on est arrivé à ça, mais on constate que tout est entrepris pour étouffer ce message, pour étouffer le fond. C'est ça qu'on entend par court-circuit médiatique, hein, comprenez bien. C'est que l'affaire Camille et le courage héroïque de Priscilla Majani et puis de sa réussite, d'avoir pu sauver Camille à travers la clandestinité, eh bien ça c'est donc ce qui a été mis en avant par le mouvement de soutien à Priscilla Majani qu'a créé Eva Darlan, avec le hashtag « J'aurais fait comme elle ». C'est ça le court-circuit médiatique. C'est pour ça que, et c'est très drôle, on voit tous les prétendus ténors de la protection de l'enfance vite courir pour se mettre dans la file derrière Eva Darlan et puis jouer des coudes pour tirer la couverture à soi et prendre donc l'ascendant du public et influencer le public afin de noyer le poisson, afin qu'on ne parle pas de ça. C'est-à-dire, on va vous dire, oui, elle a été obligée de délocaliser l'enfant, elle a fait de la prison, etc. Non, mais attendez, tout parent qui, à un moment donné, refuse de remettre l'enfant dans le cadre d'une enquête qui devrait avoir lieu au prédateur, va en prison. C'est comme ça que ça se passe. Et le fait de délocaliser l'enfant, simplement, sans aller en clandestinité, mais c'est pas ça qu'il sauve et c'est pas ça qu'il protège. Puisque s'il s'agissait simplement d'aller dans un autre pays, mais en étant dans le système, il est évident que l'ennemi, c'est-à-dire celui qui en veut à la peau de l'enfant, le système judiciaire, avec les autorités politiques derrière, eh bien, elles ont la localisation de l'enfant, et au moment où cet ennemi le souhaite, il déclenche ce qu'il faut pour le récupérer, tout simplement. Donc, oui, c'est bien de prise de maquis dont on parle, comme étant l'unique recours pour sauver un enfant pris dans les griffes de la pédocriminalité organisée et protégée par nos institutions. C'est extrêmement radical, c'est un cas extrême, comme vient de le dire Janet, un cas extrême, mais qui est la norme absolue, puisque vous avez, pour un enfant qui aurait été sauvé, Camille, par la clandestinité et le courage de sa maman, vous avez combien de dizaines de milliers d'enfants qui sont brisés chaque mois, rien que dans un pays comme la France. Alors ça, c'est la réalité du contexte dans lequel nous évoluons, dans lequel nous nous battons depuis la clandestinité, parce qu'il faut être dans la clandestinité pour pouvoir porter un tel message, afin de faire savoir aux parents protecteurs dans un premier temps quelle est la réelle configuration dans laquelle rentre leur problème avec leur enfant qui est violé par un conjoint ou par un tordu acteur sociétal quelconque, et faire en sorte que les parents protecteurs, ou susceptibles de devenir protecteurs, donc, eh bien, fassent face à la réalité du problème, la réalité du contexte, aient une chance de prendre leurs responsabilités, telle que l'a fait Priscilla Majani, en sachant qu'effectivement, leur action va devoir être radicale. Voilà. Et cet exemple extraordinaire du capitaine Priscilla Majani, eh bien, il est infiniment problématique pour l'ennemi
l'ennemi de l'enfant pour le système. Il est infiniment problématique, alors donc le système a déclenché tous les moyens pour faire un exemple de terreur d'État sur Priscilla Majani. Oui, rappelons quand même encore au passage que Priscilla Majani était relâchée sur l'accusation dénonciation calomnieuse et mensongère et non représentation d'enfants. Relaxée sur l'accusation. Relaxée, pardon. Et donc ça veut bien dire qu'elle n'a pas menti, elle n'a pas manipulé, elle a rapporté le témoignage juste de son enfant, de Camille, c'est tout. Et pourquoi la justice à la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas retenu cette accusation? C'est parce qu'il y a un témoin supplémentaire qui a apparu, qui est extérieur à la famille, qui a pu confirmer, qui a témoigné avoir été agressé à 14 ans par l'ex-mari de Priscilla Majani. Alain Chauvet, nommons-le. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, le tribunal Aix-en-Provence ne pouvait pas garder cette accusation, puisque maintenant, combien de cas on a où il y a un témoin supplémentaire qui apparaît comme par magie, qui peut confirmer. Donc c'est vraiment quelque chose de miraculeux qui se produit. Pourtant, concernant la soustraction de l'enfant, pour laquelle elle a quand même été très lourdement condamnée à 2 ans et 9 mois de prison, quasi le maximum légal, pour faire un exemple, n'est-ce pas, sauf que dans cette condamnation, maintenant, il manque l'élément moral. Parce que si elle a menti, si elle a calomnié son ex-mari, d'accord, c'était ça qui a animé son action pour soustraire l'enfant. Mais si la cour a reconnu qu'elle n'a pas menti, elle a réagi après la loi, donc par nécessité de soustraire cet enfant, la condamnation n'a plus aucun sens. Et oui, parce que la véritable motivation a été implicitement reconnue par la justice. C'était bien de sauver son enfant en croyant bien les déclarations de son enfant. Ça a été reconnu, donc il n'y a plus d'élément moral pour constituer l'infraction de soustraction de mineur. Et en plus, ça a été reconnu le fait que, implicitement encore une fois, les déclarations de l'enfant étaient fondées. Et ce qui vient confirmer tout ça, c'est effectivement ce témoin qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe le 3 janvier, c'est-à-dire la veille de la remise du verdict, qui nous atteste clairement qu'Alain Chauvet est un détraqué qui s'en prend aux petites jeunes filles. Voilà, un détraqué qui s'en prend aux mineurs avec des agressions sexuelles. Alors, comme nous l'avions expliqué dans la dernière vidéo qui traitait du fameux verdict, eh bien, c'est une preuve absolue du climat de terreur d'État, puisqu'il ne s'agissait donc absolument plus d'apporter une quelconque réponse judiciaire, mais bien de faire un exemple de la conduite héroïque de Priscilla Majani. Pourquoi? Parce qu'en filigrane, ce qui apparaît, ce qui est notre message depuis toujours, message rejeté par tout le monde, même par nos amis, eh bien, c'est cette nécessité. D'ailleurs, c'est aussi ce que reconnaît implicitement le système judiciaire. C'est cet état de nécessité qui est un principe de droit fondamental. État de nécessité qui est provoqué par une situation ubuesque, s'il s'agissait de justice, qui est que la justice n'a pas fait son travail pour prendre la parole de l'enfant et mener des enquêtes. Bon, tout ça est parfaitement clair, sauf que c'est l'organisation criminelle elle-même, l'institution judiciaire, qui reconnaît implicitement cet état de nécessité, et qui apparaît donc comme un pur organisme de terreur d'État et d'inquisition. Les choses sont parfaitement claires en condamnant de la sorte, malgré tout, le capitaine Priscilla Majani. Donc, on revient sur la notion de clandestinité qu'il faut absolument diffuser maintenant au plus grand nombre de personnes. Et il faut qu'on puisse en parler. Il va falloir diffuser un maximum cette consigne, malgré vents et marées. Encore, il semblerait qu'on est toujours à contre-courant.
en diffusant cette consigne, parce qu'effectivement, pour le système en soi, c'est insupportable. C'est politiquement incorrect, c'est pour ça... c'est politiquement insoutenable. Oui, c'est pour ça... on n'est pas bien relayé et on prend toujours des tomates pourries en pleine figure pour vraiment... Mais nous, on est intéressés aussi, pas seulement d'apporter la vision claire de la situation, mais on est intéressé surtout par des solutions. Seulement si on ne peut pas commencer par faire un état des lieux de la situation collective, on ne va jamais arriver de trouver des solutions ou pour que le plus grand nombre se joigne à ces solutions. Oui, alors le problème, c'est que là nous avons un cas exceptionnel dans le sens où effectivement cette prise de maquis a été une réussite. Bon, a été le sauvetage de Camille qui était l'objectif principal de Priscilla Majani. Son objectif n'était pas qu'elle s'en sorte elle-même en tant que maman, mais que sa fille s'en sorte. Et à ce titre, ça a été une réussite. Simplement, rendez-vous bien compte que s'il fallait, et il le faut, hélas, généraliser la contre-mesure de prendre le maquis pour sauver son enfant dans les cas de suspicion ou des cas attestés de viol par ascendant, viol incestueux, etc., mais c'est infiniment dramatique, bien, parce que, je le rappelle, pour un succès tel que celui du capitaine Priscilla Majani sur tant d'échecs en ce qui concerne les très rares parents protecteurs qui font cette démarche héroïque que de partir en clandestinité, bien écoutez, soyons clairs, nous on ne va pas non plus faire de la fausse modestie. Si le capitaine Priscilla Majani, déjà au début de sa cavale, ne nous avait pas rencontrés, nous, Janet et moi, qui étions déjà en clandestinité et engagés pour la cause de l'enfance, si nous étions pas mouillés pour l'aider dans les tout premiers temps de sa cavale, pour l'orienter immédiatement sur un autre pays étranger et rester le temps qu'il faut avec elle les premiers mois pour pouvoir prendre pied et prendre les bons automatismes et les bons réflexes, ben, très probablement qu'elle n'y serait pas arrivée. Donc il faut pour tout parent protecteur qui part en clandestinité avoir aussi cette chance que de tomber sur eh bien, des gens comme nous qui sont considérés comme des chiens galeux par tous ceux qui se disent dissidents, par tous les ténors de la lutte pour l'enfance, et qui, en plus d'avoir cet engagement personnel jusqu'au boutiste et radical pour la cause de l'enfant, ont cette expérience de la clandestinité. Voilà, donc cette chance-là, on ne peut pas, dans le cadre de l'idée d'une solution collective, miser dessus. Ce n'est pas possible. Il faut quelque chose de beaucoup plus solide que la simple chance de l'héroïsme de la prise du maquis. Et pour que nous puissions revenir sur cette idée-là et travailler avec la collectivité, c'est-à-dire avec ceux qui ne sont pas faux, et le tri est en train de se faire, hein, visiblement à l'œil de tout le monde, eh bien il faut déjà que nous retrouvions notre visibilité. Et pour ça, on a besoin de vous. Parce que, vous le voyez bien, les tentatives des uns et des autres qui se disent grands défenseurs de l'enfance pour tirer la couverture à eux et venir nous dire qu'il faut engager des réflexions, n'est-ce pas, ou déclencher des réflexions pour faire comprendre aux juges qu'il est temps qu'ils écoutent la parole de l'enfant. Voilà. C'est tellement grotesque aujourd'hui que c'est pour ça que c'est très amusant de voir à quel point ils sont en panique totale, tous ces faux. Mais malheureusement, quoi qu'il en soit, et c'est eux pour le moment qui monopolisent la communication. Et c'est là où nous avons besoin de vous, pour pouvoir passer à la suite du programme. Enfin, après, en ce qui nous concerne, nous, donc, toutes ces années de galère absolue, ce que je rappelle quand même, ce qu'avait évoqué Janet tout à l'heure, quand j'ai pris le maquis en 2006, la première fois, c'était pour protéger un enfant. Donc j'avais organisé le maquis de cet enfant, Vincent, de sa mère et même de sa grand-mère. Ça s'était fort mal fini parce que nous avons été vendus par le président de l'association qui, à l'époque, m'employait. Et c'était... Christian Cotten, permets-moi de le citer au passage.
et que j'ai dû repartir en clandestinité en sortant de prison pour 12 ans d'un combat avec toi, Ouais. afin de vous faire savoir, de faire savoir aux parents protecteurs ou susceptibles de l'être, quel est le vrai contexte du problème d'un enfant étant violé dans notre société, et à quoi il faut se préparer en termes d'action ou de contre-mesure. Oui, enfin, peu de gens savent vraiment comment tout ça s'est passé, parce que vraiment, il y a vraiment très peu de communication sur nous, sur toi surtout. Et effectivement, ce que tu avais osé à l'époque pour un enfant, Vincent, un enfant qui n'était pas le tien, hein, l'horreur qu'on a vécue, nous, on se fait rejeter par tout le monde pour justement cet état de nécessité. C'était déjà à l'époque, c'était une horreur de vivre ça, et puis ça continue, on va dire. Oui. On est toujours pas sorti, et Nous sommes habitués par contre. je voudrais quand même aussi ajouter qu'on ne sait même pas si à l'heure actuelle on n'est pas accusé pour complicité de soustraction de mineurs, et que la justice est encore en train de nous chercher. Dans le cadre de l'affaire Camille. Hein. Dans le cadre de l'affaire Camille, et qu'on risque encore la prison, etc. Et c'est pour ça on est en clandestinité, et peut-être on ne sait pas. Ça peut être à tout moment notre dernière vidéo. Parce que nous, on n'est pas installés tranquillement chez nous, on n'a pas de chez nous déjà. Et nous, on vit ça en permanence. Enfin, je crois, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est la clandestinité. Chacun regarde ça depuis le canapé. Mais la clandestinité, c'est vraiment une horreur de vivre ça. Et c'est pour ça, il faudra qu'on trouve, on a une solution collective, parce que c'est insoutenable de vivre en clandestinité aussi longtemps. Et quand on a un enfant à protéger, ben, va falloir tenir des années. Et ben, il faudra que ça s'arrête. Hein. Oui. Il faut que ça s'arrête. Je voulais revenir rapidement sur ce que tu viens d'évoquer, sur le fait qu'il est probable que nous soyons tous les deux, d'ailleurs, à nouveau pris dans le tourbillon d'une nouvelle machination politico-médiatico-judiciaire qui nous concernerait, c'est-à-dire une accusation de complicité concernant l'enlèvement de Camille, de la petite Camille à l'époque. Parce que vous l'avez peut-être entreaperçu dans les médias, ça fait des années que l'on prétend que c'est moi qui suis à l'origine de l'enlèvement de la petite Camille, bref, et que du reste, ça a même choqué certains amis. Nous ne nous cachions pas du tout pour dire qu'effectivement, nous avons été là, non seulement pour prendre et diffuser ce témoignage interdit de la petite Camille dans les tout premiers jours de la cavale de Camille et de sa maman, mais aussi pour les accompagner dans les premiers temps de cette cavale, les protéger, les conseiller, etc. Parce qu'il est impossible de porter un tel message pour nous, qui nous mettons en exemple aussi, comme l'a fait Priscilla Maggiani, qui est un exemple magnifique, ce genre d'exemple dont nous manquons tant. Il nous est impossible de porter un tel message sans assumer nos responsabilités. On ne peut pas dire oui, il faut partir en clandestinité, et puis dire bah non, bah là on n'est pas concerné. Oui, bien sûr que nous sommes concernés. Bien sûr que nous sommes complices de cette soustraction de Camille. Et petit arrêt de l'image, s'il vous plaît. Soustraction, le terme est bien fort, soustraction de l'enfant. Mais à quoi est-ce que Priscilla Maggiani, avec notre aide, a soustrait Camille? Il n'y a pas de notion juridique, il n'y a pas de notion délictueuse. Elle a soustrait à l'emprise d'un prédateur, à la menace terrible et aux violences terribles que Camille subissait, et à cette trahison judiciaire. Voilà. Une soustraction parfaitement légitime et pertinente, et qui répondait absolument à ce que le droit et la morale attendent d'un parent protecteur. Et maintenant, heureusement, quand même, 11 ans plus tard, avec les témoins miracles qui est arrivé le 3 janvier 2023, ça a même été, pour le moindre, été attesté que le prédateur en question est bien un détraqué sexuel qui agresse les mineurs déjà bien avant la naissance de Camille. Voilà, ça aussi, il faut, je pense, insister, hein, mettre les pieds dans le plat, insister, revenir dessus, puisque
l'opposition contrôlée, la dénonciation contrôlée, c'est aussi répéter les choses pour vous laver le cerveau, pour vous dire que oui, il faut engager des réflexions, il faut pallier le laxisme de la justice, etc. Donc nous aussi, on va insister sur les points dérangeants. Et j'aimerais, pour finir mon intervention à moi d'aujourd'hui, vous expliciter aussi en quoi l'exemple du capitaine Priscilla Majani, et puis le nôtre, bien sûr, est insupportable pour le système, qui est donc organisé pour briser l'enfance. Ce rejet de l'autorité, cette notion de rejet de l'autorité, du moment qu'on est confronté à la problématique de la protection de l'enfance. Vous imaginez tout ce que par déclinaison cela sous-entend, qu'il soit absolument légitime, pertinent, de partir en cavale avec son enfant. Ça veut dire de la même chose, quand on reconnaît l'état de nécessité, implicitement, ça suffit. Mais que d'aller chercher un enfant aussi, par la violence, le sortir des griffes d'un prédateur ou d'un réseau, est tout aussi légitime. Par exemple, implicitement, ce message reconnaît que, ah ben oui, à partir du moment où on est pris au piège d'une telle imposture sociétale qui n'a comme objectif principal que de détruire l'enfance, pour pervertir l'humanité, eh bien, si l'on comprend que son enfant est piégé par le plan d'obligation vaccinale, que son enfant est en train d'être étouffé petit à petit chaque jour qu'il passe à l'école avec un masque dès l'âge de 6 ans, et que ça va flinguer sa croissance et son intellect pour toujours, il soit aussi légitime de prendre le maquis pour échapper à ce type de terreur d'État. Vous voyez, à partir du moment où on a bien mis en valeur, on a bien mis le focus et la lumière sur le fait que fondamentalement il s'agit de terreur d'État et de terreur d'inquisition, et que donc notre réaction ou contre-mesure doit être radicale, avec le même niveau de radicalisme que doit avoir la contre-mesure en rapport de la menace et des actions de l'ennemi, on en vient effectivement à des situations absolument extrêmes, et il est urgent que la collectivité réfléchisse à ce problème-là, de fond, et se prenne en main pour apporter des solutions collectives. Oui, parce qu'en fait, ça paraît extrême, la clandestinité, mais c'est parce que le système nous piège dans une situation d'extrême déjà. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre cette décision et de conseiller ça à tous les autres pareil, parce qu'il y en a énormément de gens qui sont concernés. Ça paraît comme une énormité, quelque chose de absolument à étouffer, on ne peut pas en parler. Mais si c'est la seule solution aujourd'hui, ça correspond bien à une situation extrême qu'on est en train de vivre et à laquelle, par contre, on s'habitue, que ça devient une norme et on se sent tellement bien entouré puisque tout le monde se soumet parce qu'il faut bien vivre, etc. Mais en attendant, on se conforme dans un système qui amène à la vente de notre âme petit à petit. Je veux dire, après, à force de se soumettre, on s'habitue de vivre comme ça. Et quand on est confronté un jour à une problématique comme Priscilla Majani, on n'est plus en mesure de réagir parce qu'on s'est tellement habitué depuis l'enfance déjà à toujours se soumettre qu'on n'arrive plus de réagir face à une situation qui nécessite vraiment qu'on se réveille, qu'on se rend compte, non, même si tout le monde veut nous faire croire que ouais mais c'est normal, il faut quand même, c'est avec la justice, tu peux faire appel, etc. Quand on comprend qu'il n'y a pas d'issue, que tout repose sur soi et soi seul, il y a peu de gens, vraiment très peu de personnes qui sont capables de se confronter à ça et encore moins d'agir, de réagir en fonction de la situation, ce que la situation impose. Mais vu que les dénonciations sont de plus en plus affolantes, de plus en plus graves, enfin maintenant quand même,
on peut se rendre compte, grâce à des dénonciations, ça y va, hein, c'est le plan, donc c'est pas un problème de faire des dénonciations. Par contre, ce qui manque, au fur et à mesure qu'on se rend compte de l'énormité de la société dans laquelle nous vivons, c'est de l'action, de réaction au moins, de faire quelque chose qui correspond à l'horreur qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que nous sommes si impopulaires, spécifiquement. Alors, c'est un paradoxe parce que nous sommes très populaires auprès du public, on va dire, mais très impopulaires pour toutes ces grosses plateformes et pour tous ceux qui se disent être, que ce soit des associations ou autres, grands protecteurs de l'enfance. C'est logique, puisque eux ils peuvent exister dans le système et ils font vivre le système, donc c'est tout à fait logique tout ça. Oui, et d'ailleurs, on va peut-être aussi dire deux mots rapides sur le système et l'opposition contrôlée. Donc il y a une grosse part de dénonciation contrôlée, qui manipule énormément les braves gens, ou qui finissent par croire qu'il s'agit d'une guerre de communication, alors que non, la communication est une partie de la guerre, puisqu'il est nécessaire d'informer par exemple les parents protecteurs. Donc c'est une partie de la guerre, à condition qu'elle soit bien menée, que le discours soit juste, que les conclusions diffusées soient les bonnes, comme celles que nous sommes les seuls à diffuser. Terreur d'État, nécessité de partir en cavale. Et surtout que la guerre ne se limite pas à de la communication et à de la dénonciation. Parce que là, on rentre justement dans les programmes de l'opposition contrôlée. On va communiquer en direction de qui? Des autres, pour que les autres règlent le problème à notre place. On va communiquer en direction des autorités. On va leur faire des lettres, des pétitions. À qui? À l'organisation criminelle qui est tout à fait au-dessus du plan, qui déroule le plan, dans notre pays en l'occurrence, qui vise à détruire l'enfance. Hein? Et puis, ces autres programmes de l'opposition contrôlée, la manif, le rassemblement, la marche blanche, alors tout ça c'est très bien quand il s'agit d'appuyer un parent protecteur brisé, une fois qu'il est brisé, qu'il se retrouve seul. Effectivement, c'est très bien de venir le soutenir, mais vous avez bien compris que c'est pas ça qui va sauver un enfant. Ce qui va sauver un enfant, c'est le passage à l'action radicale. Donc c'est pour ça que l'opposition contrôlée veut qu'on reste, donc le système, veut qu'on reste cantonné à une gamme de programmes, d'actions, qui nous donnent l'illusion d'être dans la résistance et d'être des résistants, comme, je le répète, le rassemblement, la manifestation pacifique, il vaut mieux de toute façon, la marche blanche, la pétition, ouvrir son petit blog pour dénoncer, relayer, etc. Voilà, et nous, on tourne. On tourne comme le hamster dans sa roue. Et pendant ce temps-là, l'ennemi est absolument à l'abri de toute réaction intelligente, puisqu'on ne vient pas le mettre, lui, en lumière, sous nos projecteurs. Et vous aurez bien compris que cette notion d'action clandestine et de prise de responsabilité face à une manifestation de la vérité qui n'a pas lieu, elle se fait pour une affaire comme celle de Camille. Le système a tout fait pour que la manifestation de la vérité n'ait pas lieu. Et ensuite, pour briser, bien sûr, le parent protecteur et l'enfant. Ben, nous avons la même problématique qui fait que le système nous interdit la manifestation de la vérité quant au fond du problème. C'est normal. Donc on ne doit pas collectivement comprendre de quoi il s'agit. On doit continuer à rester piégé par les faux, les imposteurs qui, eux, ont tous les moyens fournis par le système. Hein. Ils n'ont pas les problèmes que nous avons, nous. Pour continuer à vous laver le cerveau et à vous faire plonger dans des réactions comme le syndrome de Stockholm, par exemple. Parce que quand on finit par plus ou moins prendre conscience qu'on a affaire à des terroristes qui nous prennent en otage pour détruire les enfants, continuer à prétendre s'adresser à eux pour avoir de l'aide, excusez-moi, mais si ça c'est pas le syndrome de Stockholm, qu'est-ce que c'est? Et là, la collectivité est frappée du syndrome de Stockholm. Et puis il y a une grosse part de lâcheté, de faiblesse d'esprit, certes aussi. Bon, le syndrome de Stockholm, c'est une faiblesse d'esprit très claire. Comme l'évoquait Janet tout à l'heure, on ne peut pas se confronter à la réalité parce qu'elle pulvérise notre confort psychologique. En premier lieu, notre confort psychologique. Et puis alors, quels devront être nos engagements dans la matière, une fois qu'on a bien intégré la vraie problématique? Qui aura le courage en réalité et l'héroïsme de faire comme Priscilla Mageni?
Ah oui, nombreux là, sont à se précipiter pour dire j'aurais fait comme elle ou j'ai fait comme elle, soi-disant. Mais non. Vous imaginez, en fait, je pense que les tout premiers se sont dit oui, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un cas extrême et unique, l'affaire Priscilla Majani, n'étant pas comme nous au cœur du problème depuis si longtemps. Et que oui, dans un cas extrême, bien sûr, il fallait faire comme elle. Mais non, vous imaginez tous ces gens-là? Demain, ils comprennent que leur enfant est violé. Ah merde! Ah mais moi aussi, il faut que je fasse comme Priscilla Majani. Ah ben non, là je peux pas. Vous comprendrez, là, non, là j'ai pas le choix, j'ai ci, j'ai ça, je peux pas. Et oui, c'est bien beau de tenir un discours, mais est-ce que ça suit réellement? Est-ce que réellement notre esprit et notre détermination, elle est là, hein, derrière un tel message, derrière un tel exemple? Donc c'est ce sur quoi aussi je voulais un petit peu vous ramener. Une vraie prise de conscience. Oui, parce que c'est toujours facile à dire. Hein. C'est facile à dire, j'aurais fait comme elle. Mais de le faire, j'aimerais vraiment savoir combien de personnes sont prêtes à vraiment le faire comme elle, comme nous, pour vous livrer ce message. Voilà. Donc vous avez compris que nous avions en ce moment des petites perturbations, des petites interférences au niveau de notre communication. Nous essayons évidemment de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Pourquoi? En ce qui nous concerne, nous, il ne s'agit pas de faire notre psychothérapie. Hein. Nous n'avons pas été victimes ou nous ne sommes pas victimisés parce que nous avons laissé un enfant entre les griffes du réseau. Donc nous ne sommes pas concernés par ce phénomène-là, de vouloir absolument se dire résistant et gesticuler pour faire une psychothérapie. Nous n'avons pas besoin non plus de faire briller notre ego à tout prix, en rebondissant sur une problématique qui est assez porteuse en ce moment. Nous sommes là depuis le début et puis nous avons sacrifié notre vie pour ça, pour que vous sachiez bien de quoi il s'agit et que vous, parents protecteurs susceptibles de l'être, vous fassiez face à la réalité et à vos responsabilités. Et ayez une chance de faire ce choix en étant donc informé qu'il est le seul qui peut sauver votre enfant. C'est notre démarche. Donc, nous avons besoin de vous, chers amis, pour que vous relayiez un maximum. Alors nous, on n'est pas très au fait de ce qui se fait aujourd'hui, hein, Twitter, Facebook, etc. Évidemment, on n'a pas des comptes de ce type. On a vraiment besoin que depuis le début, avec le premier dossier qu'on a sorti dernièrement, le dossier Camille, vous relayez nos vidéos, toutes les vidéos qui ont été faites à la suite jusqu'à celle-ci, afin que notre parole, parce que c'est la parole fondamentale que nous avons et que nous sommes les seuls à avoir, raison pour laquelle nous sommes les deux seuls chiens galeux à qui on jette des pierres à chaque fois que l'on essaie de s'exprimer sur la problématique, nous sommes pour le moment les seuls à avoir ce discours formellement. Et là, vous allez bien voir, faire encore une fois la part entre le faux et le vrai, de ceux qui vont dire « Oui, Janet Ziman et Stan Mayo ont raison depuis le début. Et oui, il faut partir en clandestinité pour sauver son enfant quand on comprend qu'il est victime de viol. Pas seulement le délocaliser, non, partir en clandestinité. » Donc voilà, le tri va se faire à la suite et vous pouvez voir des personnes qui vont parler de clandestinité et ceux qui vont l'éviter à tout prix. Et puis nous cracher à la figure encore avec plus de force, hein, plus d'élan, comme c'est le cas en ce moment. Voilà, c'est très intéressant cette période parce qu'effectivement, là, je pense qu'avec ces éclaircissements que nous apportons, eh ben, vous allez pouvoir, ça va être vraiment une grosse centrifugeuse. Là, on va y voir beaucoup plus clair entre ceux qui réellement veulent protéger l'enfant, ceux qui sont des faux, des hypocrites, des agents du système, des malheureux qui font leur psychothérapie, etc., etc. Donc merci, chers amis, pour diffuser cette vidéo le plus largement possible. Parce qu'on revient très vite avec enfin une action collective, concrète, à mettre ensemble en place. Et qui, je vous garantis, ça va déménager. À très vite. Merci, à bientôt.